Bonsoir tout le monde, bonsoir mesdames, mes sœurs, mesdemoiselles. Je suis très heureux de partager ces quelques moments avec vous. Je m'appelle Bob Kasku Kasaka, je suis médecin de formation. Je note pas dans les détails, ça ferait un CV, j'aime pas trop ça. Mais qu'à cela ne tienne, je dirais quand même au-delà de ma formation médicale principale, beaucoup d'autres formations dites spécialisées, dont celle en santé de la reproduction et planification familiale. Évidemment, voilà, ça aide beaucoup dans ce genre de choses, évidemment, sans compter le fait que nous servons le Seigneur depuis bien des années et que nous avons été aussi formés de ce côté-là avec des diplômes d'école du ministère, management, de leadership, etc. Je suis marié, je suis père de 3 enfants et voilà. Alors, je voulais parler justement des tâches, la gestion des tâches ménagères dans le couple. Évidemment, il y a eu quelques questions pour orienter un petit peu le débat. Ça va, à qui revient la responsabilité des tâches ménagères dans le couple ou dans la maison? L'homme doit-il, oui ou non, avoir des tâches ménagères à faire régulièrement? Est-ce convenable pour une dame ou non, évidemment, de demander à son mari de l'aide quant au ménage? Si oui, quand, comment, etc. Et a-t-il quelques conseils que l'on peut donner aux femmes quant à cette affaire de gestion des tâches ménagères en couple? Alors, je vais commencer en disant ceci, c'est que nous sommes pratiquement tous chrétiens ici, donc c'est ce que j'ai demandé à savoir. Eh bien, en tant que tel, il faut déjà savoir que la Bible, en soi, ne dit absolument rien quant aux tâches ménagères, d'une manière explicite, rien du tout. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est qu'il n'y a pas non plus une organisation, une loi sociétale qui affecte les tâches ménagères à X ou à Y personnes. Alors, ce qui fait que moi, je dis déjà d'entrée de jeu que l'organisation des tâches ménagères est surtout l'organisation de chaque famille, de chaque couple, de chaque ménage, ok? Alors, de ce point de vue, j'ai tiré quelques réflexions, ça va, que je vous partage directement. Alors, la première, c'est que quand bien même il n'y aurait aucune répartition technique, biblique ou sociétale d'une manière formelle justement sur la répartition des tâches ménagères, il faut savoir que si vous ne considérez pas la question des tâches ménagères, eh bien vous ouvrez un grand portail au boulevard des conflits, des petites disputes qui peuvent mener justement à de très gros problèmes. Alors, je lis quelques chiffres que j'ai eus ici. Il y a un sondage de la Pew Research, ça va, P-E-W Research, qui dit que près de 60% des familles avec un enfant de moins de 18 ans sont à double revenu, c'est-à-dire que et l'homme et la femme travaillent. Et la première difficulté qu'ils ont, c'est de concilier leur vie publique et leur vie privée dans le ménage. Ok. Le deuxième élément que j'ai, c'est à peu près que pratiquement dans les principaux problèmes, ça va, qui sont liés aux discordes dans les couples, eh bien, la gestion des tâches ménagères est un de ces 5 problèmes. Ouais. Et c'est d'après le livre de Good Fight du couple Paro. Et il y a d'autres sondages qui décrivent par contre que réussir à gérer les tâches ménagères dans le foyer ou dans le couple, eh bien, c'est une des 3 principales causes d'harmonie et du succès conjugal. Donc, là, en fait, le défi qui est à relever chez tous les couples, c'est que il faut réussir à transformer ce problème qu'est la gestion des tâches ménagères dans le couple en une opportunité ou en une bénédiction pour le couple plutôt que de le laisser le détruire. Je vais prendre 3 versets bibliques d'abord. Je ne dis pas qu'ils expliquent tout, mais ils vont être assez importants pour moi. Le premier, c'est 1 Timothée 3,12. Ça va? La Bible dit explicitement que l'homme dirige sa maison. Ça va? Il dirige sa maison. Le deuxième, c'est dans le Proverbe 31-27, qui dit que la femme veille sur ce qui se passe dans sa maison. 1 Timothée 5,8, par contre, dit que celui qui ne prend pas soin des siens, de ceux de sa maison, est pire qu'un incroyant parce qu'il a renié la foi. Alors, sur base de ces 3 éléments, je voudrais commencer en disant ceci.
Il faut d'abord remettre les points sur les i. Il y a des faits qui sont, j'ai envie de dire, anthropologiques, c'est-à-dire liés à la nature même et au développement de l'espèce humaine. C'est que l'homme et la femme ont des tendances innées totalement différentes, ça va? Et ces tendances innées les poussent dans un certain type de responsabilité. Par exemple, les hommes ont cette tendance innée à s'affirmer, ils ont cette tendance innée à prendre en charge, ils ont cette tendance innée à protéger, donner des ordres, faire le dur, s'occuper des choses compliquées, etc. Vous comprenez? Donc, et les femmes, par contre, elles ont cette tendance ou cette tendance qui est portée à la douceur, à la tendresse, et le fait de leur instinct maternel, ça va, existant, qu'ils aient un enfant ou pas, cet instinct existe, eh bien, ça les pousse justement à regarder tous les affluents, tout ce qui va avec. Elles ont cette particularité au détail. Elles observent à partir du moment où elles ont porté un enfant, elles l'ont supporté, une relation différente avec le monde qui l'entoure et avec l'enfant qu'elle porte. Et donc, elle va le nourrir naturellement par l'allaitement. Vous comprenez? Et c'est pour ça que lorsque la montée laiteuse n'a pas lieu, les femmes sont très stressées. Elles sont vraiment stressées parce qu'elles sentent il y a quelque chose qui manque. Elles peuvent même faire du mal à l'enfant. Donc, il faut absolument résoudre le problème. Cette tendance naturelle à nourrir, eh bien, elle l'étend. Elle l'étend à tous les enfants qui sont autour d'elle, en passant par le mari. Vous comprenez? Et elles prennent détail. C'est comme ça que la Bible dit qu'elle fait attention à ce qui se passe dans sa maison. C'est tout à fait logique qu'une femme voit une tache sur une chemise que l'homme ne verrait pas du tout, que ce soit sur leur enfant le plus chéri. Vous comprenez? Donc, ainsi, par conclusion, les hommes, par exemple, n'auront aucune difficulté à prendre un tournevis et aller vérifier si toutes les lignes d'électricité sont là. Ça vient spontanément lorsqu'il y a coupure de courant. Et spontanément, la femme dit, ça vient tout seul parce que ce sont des tâches qui leur sont dévolues, j'ai envie de dire, par nature. Et chacun sait reconnaître ça. C'est pas étonnant que quand l'enfant pleure, le mari dit, mais écoute, donne-lui ça. Il n'a pas besoin de réfléchir. Ça vient tout seul. Et c'est tout à fait logique que la femme soit la première à réagir lorsque l'enfant est traumatisé. Je suivais tout à l'heure dans une émission où un monsieur, écrivait en disant qu'il y a une maîtresse qui martyrise son enfant, mais il n'a pas osé dire ça à sa femme parce que si sa femme apprend, elle va descendre manu militari tabasser la maîtresse. Vous comprenez? Donc cet homme reconnaît instinctivement les tendances innées de son épouse. Et ça, tout le monde sait le voir. D'accord? Donc je voulais d'abord que ces choses soient bien situées. Ça va? Et donc, l'homme aura cette facilité à vouloir faire ce qu'on appelle le surménage. Il va vouloir chercher l'argent, revenir beaucoup plus tard, prendre des risques, vous comprenez? Et même affronter des adversaires qui, de toute évidence, pourraient le battre uniquement parce qu'il veut défendre sa femme ou ses enfants. C'est logique, vous comprenez? Ce que la femme ne ferait pas devant ce genre de gens. Vous comprenez? Par contre, la femme va s'occuper des détails, par exemple. Elle sera plus allergique plus sensible aux odeurs, vous comprenez? Et elle aura tendance à vouloir nourrir. C'est pour ça que, par exemple, une femme qui a déjà allaité, qui a allaité ne peut pas laisser l'enfant mourir de faim. C'est difficile, vous comprenez? C'est inné à sa nature. Alors, ce qu'il faut maintenant, moi, c'est le premier conseil que je vais donner, c'est premièrement de laisser l'un et l'autre aller vers ce qui a cette tendance naturelle, vous comprenez? À ce qu'il a naturellement la facilité de faire, tout simplement. Ça va? Et éviter justement de pouvoir transposer notre facilité au sexe opposé. C'est une erreur gravissime. Ça, c'est ouvrir la porte à l'échec. Tout simplement. Donc, encouragez chacun d'entre vous, homme comme femme, à s'épanouir dans ce qui est naturellement faisable chez lui. Tout simplement. Ça va? Surtout quand c'est presque comme un réflexe. Ça, c'est à encourager. Alors, maintenant, dans l'organisation de la famille, je commence à évoluer. Les tâches de la femme semblent être plus nombreuses. C'est de là que vient le problème. Les tâches de la femme semblent être plus nombreuses. C'est facile à comprendre. Lorsque la femme est seule ou chez elle, on s'occupe d'elle. Donc, elle n'a pas beaucoup de choses à faire. À partir du moment où sa maturité se définit, il y a un certain nombre de tâches qui ne sont plus prises en charge
pas, soit sa mère ou sa tutrice ou même les domestiques, et elle est obligée de les faire seule. Je parle d'une personne qui grandit normalement, hein, pas d'un poulet gâté qui a des problèmes ensuite. Donc, une fois que c'est ça, elle a déjà une certaine quantité de tâches. À partir du moment où elle se duplique, c'est-à-dire elle se multiplie, elle est épousée ou elle accepte de se marier avec quelqu'un, ce qu'elle avait naturellement tendance à faire pour elle, elle le fera pour deux. Donc, si elle a tendance à tremper les vêtements avant de les laver, elle ne trempera pas ses propres vêtements, elle trempera les vêtements des deux. Donc, elle a 2 fois plus de travail et ça lui prendra 2 fois plus de temps. Et quand les enfants arrivent, cette tendance se multiplie par le nombre d'enfants, sinon par le nombre de pensionnaires. Et lorsque tout ce monde doit vivre dans un espace, on agrandit l'espace. On pouvait commencer dans un 2 pièces, mais à cause des enfants, on passe à un 5 pièces, etc. Donc, ce qu'elle pouvait nettoyer facilement dans les 2 pièces, elle devra le faire dans les 5 pièces. Alors, ce qui fait que la charge de travail, même si ce sont des tâches qui lui sont presque naturellement dévolues, va sensiblement augmenter. Ok? Elle a toujours plus de temps, elle a plus de travail et donc elle perd plus d'énergie. Si elle a plus de temps à dépenser, donc elle a encore moins de temps pour elle. Et c'est par là qu'arrivent les vrais problèmes. Le besoin d'aide. C'est tout. C'est par là qu'arrive le besoin d'aide. Et donc, par conséquent, puisque je parle à un parterre de femmes, je vous comprends tout à fait dans le besoin d'aide que vous avez. Et c'est là, justement, que je disais que si on doit dire à qui revient la responsabilité, écoutez, il faut même pas poser la question. Je l'ai dit que c'est les natures distinctes qui nous qualifient pour l'une ou l'autre tâche. C'est clair. Donc, automatiquement, la plus qualifiée dans l'organisation, dans la gestion, dans la supervision des tâches ménagères, il s'avère que c'est la femme. Alors, tout le monde va se dire, ça y est, il nous a condamnés. Je dis, un peu de patience, mesdames, vous allez comprendre ce que je vais vous annoncer. J'ai pris ces mots à dessein. Organisation, gestion, supervision, etc. L'organisation. Mesdames, c'est vous qui avez la plus haute facture, la plus haute qualité dans la détection des tâches à faire, dans la nécessité de ceci et de cela. Donc, c'est logiquement à vous de donner la ligne de conduite. C'est tout à fait normal que, par exemple, pour ceux qui ont des travailleurs, par exemple, ou des nounous, des bonnes, lorsque personne ne dit à la bonne ce qu'elle va faire, elle fait les choses exactement comme elle en a envie. Parce qu'elle est innée, c'est inné, elle le fait. Et donc, chaque dame doit donner une ligne de conduite. Et lorsqu'on donne une ligne de conduite, ce n'est pas seulement aux travailleurs, mais c'est à toute la maison. Donc, si par exemple, il y a un rythme pour le lavage du linge, ce rythme ne sera pas imposé par l'homme, ni par les enfants, mais c'est elle qui va donner le rythme. Lorsque je parle de la gestion, ça veut dire que la femme est capable de pouvoir estimer la vraie dépense à faire par rapport au ménage, par rapport à la propreté, par rapport aux besoins de nutrition. C'est elle qui gère, qui estime ça et qui va gérer ça. La supervision, ça veut dire que c'est elle qui va orienter toute personne qui participe aux tâches ménagères. Et là, qui sont ces personnes? Et c'est là que la brèche que j'allais ouvrir. Les participants aux tâches ménagères sont donc toutes les personnes qui vivent dans la maison, à savoir l'homme, les enfants, les travailleurs ou n'importe quel autre pensionnaire. Maintenant, je voudrais donner quelques éléments concernant l'homme. Et s'il y a ici des femmes, donc justement, qui ont ce problème, eh bien, cette information peut aussi servir d'argument pour raisonner ou faire comprendre à vos hommes certaines choses. J'ai dit que l'homme, c'est vrai qu'il était naturellement poussé à la responsabilité. Mais c'est l'élément par lequel vous pouvez très bien lui faire comprendre, surtout que nous parlons ici d'hommes chrétiens en particulier. De qui est-il responsable? Premièrement, il est responsable de sa femme. Il est responsable de ses enfants. Il est responsable de tous les pensionnaires de sa maison, travailleurs compris, et de toute autre personne, même en dehors de sa maison, mais qui dépend de lui. Ce qui fait que, commençant par la femme,
De quoi est-il responsable? Il est responsable de la santé de sa femme, il est responsable de l'épanouissement de sa femme, il est responsable du développement de sa femme, il est responsable du devenir de sa femme. Et ça nécessite de l'homme d'être attentionné, d'être compréhensif et d'être engagé. Et lorsque je parle de l'engagement, je voudrais dire ici que si on peut le définir, l'engagement, c'est être engagé, c'est faire ce que vous aviez résolu de faire, quand même l'envie de le faire que vous aviez au départ a totalement disparu. Je vous donne un exemple. J'avais envie de pouvoir satisfaire ma femme en lui allégeant les tâches ménagères. Eh bien, l'engagement serait de tenir cette promesse et de continuer de l'alléger, même quand mon envie initiale n'y est plus. En tant qu'homme, c'est ça. Quel est le problème? Pourquoi les choses ne se passent pas comme ça? Eh bien, il y a quelque chose de sociétal, pour ne pas dire de culturel, qui malheureusement envenime, j'ai envie de dire, les pensées des hommes. C'est que, premièrement, les hommes ont considéré les tâches ménagères comme dévolues au sexe féminin, comme sexe faible. Et donc, ces tâches sont de moins importantes et elles sont peu valorisantes. Et par conséquent, les hommes ne veulent pas les faire sous peine d'être dévalorisés. Deuxième considération culturelle malheureusement négative, c'est que les hommes, ça c'est vraiment un peu lié à ce que je viens de dire, ils ont presque tacitement hiérarchisé les tâches et ils ont classé la responsabilité physique et financière de l'homme comme les tâches principales et les tâches ménagères comme les tâches les plus inférieures. Et donc, le premier pas qu'il faudrait faire, eh bien, chez les hommes chrétiens, c'est 2 Corinthiens 5, 17. La Bible dit que lorsqu'une personne vient à Christ, les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. J'aimerais que vous puissiez m'écouter attentivement parce que ça va aller un petit peu vite et ce sera assez pointu. Qu'est-ce que je vais dire par là? Le chrétien né de nouveau ne vit plus pour lui-même, première chose. Et donc, un homme qui soit seul ou marié ne vit pas pour lui. Il vit pour, c'est vrai, le Seigneur, mais au travers des autres hommes. On ne vit pas en l'air pour le Seigneur, on vit pour le Seigneur au travers des gens que le Seigneur met à ses côtés. Et la première personne que Dieu met aux côtés de l'homme, c'est sa femme. Donc, il vit plus pour lui, mais pour elle. C'est le don de soi, d'accord? Je parle du don de soi. La Bible dit que Christ a tant aimé qu'il a donné. C'est le don de soi. Il a donné quoi? Sa vie. Les choses anciennes, de quoi est-ce que je parle? Je parle déjà de toutes ces considérations dont je viens de parler, à savoir cette classification dévalorisante des tâches ménagères. Ça ne repose sur absolument rien, si ce n'est sur l'orgueil des hommes, tout simplement. Donc, un homme chrétien devrait faire écrouler cette pyramide, tout simplement. Ça va? Deuxième chose, c'est les choses anciennes, c'est quoi? C'est des croyances, les habitudes. Ok, la Bible dit dans 1 Pierre 1, 18 que pris plus fort que l'or et de l'argent, nous avons été rachetés des vaines manières de vivre que nous avons héritées de nos pères. Il faut que les chrétiens sachent ça. Tout ce que nous avons hérité d'en haut, de nos aïeuls ou de nos prédécesseurs, n'est pas forcément bon. Pas forcément. Vous comprenez? Il y a des habitudes comme celle de ne pas vouloir se mêler des tâches ménagères et ces passions complètement phalliques, j'ai envie de dire. Phallique, ça vient de phallus. Le phallus, c'est le sexe masculin, tout simplement. Ce sont des habitudes qui doivent être bannies, vous comprenez? Il y a les choses anciennes, c'est quoi? C'est cette notion dévalorisante, c'est l'amour de soi-même, l'orgueil de mal, cette autorité mal foutue, vous comprenez? J'aimerais dire ceci. Accomplir une tâche ménagère ne change en rien la nature d'un homme. Absolument pas. Vous savez, je peux nettoyer une assiette. Quand j'entre dans la salle de bain, j'ouvre ma culotte, je regarde. Je suis toujours garçon. Je suis toujours garçon. Ça ne change rien. Absolument rien. Alors, voici ce que je dis aux hommes. Et c'est l'argument que vous pouvez utiliser justement pour faire comprendre à vos hommes votre besoin de les voir mettre la main à la pâte. Si un homme est effectivement responsable de sa femme, eh bien, si tu veux la bonne santé, cher homme, de ta femme, eh bien, il faut éviter que cette femme ne soit complètement épuisée, tout le temps stressée, fatiguée, noyée dans la routine. Vous comprenez?
Et pour ça, tu peux, c'est vrai, créer d'autres activités. Mais elle ne peut pas faire d'autres activités si elle n'a pas fini les premières. Donc, décharge-la. Accompagne-la. Elle aura moins de travail. Elle sera donc moins fatiguée, moins épuisée. Si tu veux, tu es responsable de l'épanouissement de ta femme. Si tu veux donc son épanouissement, eh bien, il va falloir que tu puisses la laisser jouir aussi de son temps. Si une femme est occupée du matin au soir, à quel moment est-ce qu'elle a le temps de lire sa Bible? Tu vois, on la traite de païenne. À quel moment cette femme a le temps de se laver, de se faire belle? On va dire qu'à Béthélie, à sauter. Pourquoi? Parce qu'elle est noyée dans les tâches ménagères. Vous comprenez? Et donc, si un homme veut que cette femme s'épanouisse, il peut la décharger un peu. Si cette femme a moins de tâches, elle peut faire tout un tas d'autres choses. D'autres hommes veulent que la femme soit plus disponible pour eux, passe plus de temps avec moi, je veux qu'on ait le temps de sortir, etc. Vous savez, ça me rappelle un atelier auquel avait assisté mon épouse, et elle m'a rapporté ça. Et ça m'a fait comprendre beaucoup de choses. Elle disait que le formateur leur disait, il apprenait un peu comment identifier les problèmes. Lorsqu'ils arrivent au matin, il faut partir. Il est prêt, lui l'homme, il s'habille, etc. Il entre dans la voiture, il regarde la montre, le temps est passé, il se met à klaxonner. Mais il s'énerve. Pourquoi tu es en retard? Au lieu de tout le temps crier à sa femme, il s'est dit, ok, je vais voir pourquoi cette femme est toujours en retard. Qu'est-ce qu'il découvre? Eh bien, quand la femme est lavée, qu'est-ce qui se passe? Elle va veiller à ce que chacun des enfants soit lavé. Elle doit veiller à ce que chacun des enfants soit habillé correctement. Et au moment où elle veille sur l'habillement correct des enfants, elle avait déjà apprêté la chemise, la cravate, le pantalon de ce monsieur qui s'est habillé tout seul et était tout pimpant. Une fois que c'est fini, elle doit veiller à ce que rien ne manque pour les travailleurs lorsqu'ils vont rester travailler. Elle doit vous comprenez? Et ce qui fait que au lieu de prendre le temps à ne s'habiller que et puis sortir, elle prend tout le temps. Et quand elle a fini ça, elle commence à regarder sur elle-même. Elle a pris pratiquement le triple du temps nécessaire pour tout faire. Et depuis ce jour, ce monsieur a cessé de crier sur sa femme. Lorsqu'il s'est lavé, en même temps ou juste après sa femme, il prend par exemple les enfants et la femme va directement gérer la nourriture, laisser les ordonnances ou comment ça s'appelle, les programmes et tout ça. Et voilà, vous comprenez? Et il s'est arrivé qu'il n'arrivait de moins en moins en retard. Et elle a commencé à être de plus en plus à temps. Donc le retard qu'elle avait n'était pas lié à la mauvaise foi ou au fait qu'elle soit lente, mais c'était lié simplement au fait qu'elle avait beaucoup trop de choses à faire avant de sortir. C'était tout. Vous comprenez? Donc si les femmes ont moins de tâches, eh bien elles seront plus disponibles pour leurs hommes. Sans compter, voilà, on veut aller au cinéma, on veut rester un peu au salon. Dès que vous restez 2 minutes, elle dort. Elle ronfle même. Et on s'énerve. Les hommes. On veut avoir des rapports sexuels. Elle vous dit, bon, je sais que beaucoup de femmes utilisent ça comme prétexte maintenant, mais ça n'empêche que la vérité est quand même là. Elle te dit qu'elle est fatiguée. Mais comment veux-tu? Un jour, je parlais avec un frère qui était en train de défendre bec et ongle le fait que c'était insupportable ou inadmissible qu'une femme dise qu'elle est fatiguée parce qu'elle a un devoir conjugal de donner à son mari ce dont il a besoin. J'ai dit, ok, si tu dois superposer l'image de l'homme et de la femme à celle de Christ et de l'Église, qui es-tu? Il dit, moi je suis l'Église. Très bien. Il arrive parfois que tu as travaillé toute la journée, tu rentres crevé à la maison et arrive un moment donné l'heure de prière. Tu commences à prier et tu t'endors. Ou alors, ayant peur de s'endormir et de dire n'importe quoi en priant, qu'est-ce qu'il fait? Il prie en 2 minutes. Oh Seigneur, vraiment, je m'abandonne dans tes bras. Comprendre ngai, sungangai, couvre-moi de ton sang, vraiment, nalali, et on ronfle. Combien de fois, je dis à ce monsieur, combien de fois Dieu t'a-t-il donné une chic note? Combien de fois Nzambasa Gogolayo, il t'a crié dessus, ou il t'a maudit, il a mis le feu dans ton pantalon? Combien de fois? Jamais. Pourquoi? Mais parce que Dieu, c'est l'homme par excellence. Il peut comprendre que son Église est fatiguée. Il voit ce que tu as fait. Il voit à quel point ta vie a été dure. Et il te dit,
dors, je veille sur toi. Et malheureusement, beaucoup d'hommes n'arrivent pas à comprendre ça. La femme, si toi tu es Dieu et que ta femme c'est l'église, donc toi qui as besoin de la prière, parce que la prière c'est comme une communion, je peux considérer comme un rapport, c'est comme une communion entre deux, et au bout de la communion il y a un échange, l'homme donne la semence, la femme reçoit avec plaisir, au bout de la prière Dieu donne son réma et l'église reçoit avec plaisir, c'est pareil, vous comprenez? Mais on n'est pas capable de comprendre que si Dieu est capable de te laisser dormir parce que tu es trop KO, pourquoi toi, homme, ne peux-tu pas laisser cette femme dormir parce qu'elle est KO? Si tu estimes que son KO est trop fréquent, mais va voir ce qui se passe. Interviens, décharge-la. Vous comprenez? Donc, si tu veux plus de disponibilité, cher homme, occupe-toi de ta femme. Et donc, je vais clôturer avec ça en disant ceci, c'est que beaucoup d'hommes aujourd'hui veulent que leur femme ait plus de temps avec les enfants. Tu ne t'occupes jamais des enfants. Tu es tout le temps là à crier sur eux, tu les grondes et tout ça. D'accord. On dit que l'homme est le chef de la famille. Et là, je vais aller dans la responsabilité des enfants et des autres pensionnaires. L'homme est le chef de la famille. Il est la locomotive qui conduit tous les wagons du train, etc. En tant que locomotive, qu'est-ce que l'homme apprend à ses enfants en se comportant comme un goujat? Lorsque un homme, après avoir mangé, vous êtes à 10 dans la maison, quand vous avez fini de manger, si l'homme prend son assiette, débarrasse la table, va jeter ses saletés dans la poubelle et ranger son assiette dans l'évier, tout le monde fera la même chose, tout simplement. Je ne vois pas qui est-ce qui va défier cette autorité à amener son assiette sale, remplie de détritus, placée dans l'évier pour que l'homme ne peut pas accepter que les gens traitent sa femme comme une boniche. Vous comprenez? Et surtout pas ses enfants. Vous savez que les hommes sont plus rigoureux avec leurs enfants qu'avec les pensionnaires étrangers. Plus rigoureux. Et donc, si l'homme apprend à débarrasser la table, tous les enfants apprendront ça. Et ça, c'est pour le bonheur de la mère, parce qu'elle a déjà beaucoup moins de travail. Si l'homme apprend à ranger ses affaires, à ne pas jeter ses affaires n'importe où, tout le monde le fera. Et s'il prend le temps d'éduquer ses enfants, de leur apprendre les bonnes manières, on ne jette pas les slips, ça et là, et tout ça. Et pourquoi pas à prendre un jour de la semaine pour faire la grosse lessive. Tout le monde prend son bassin, homme, femme, enfant. Tout le monde s'assied avec papa à la pointe en train de frotter les slips et les chaussettes. Je vous dis, cette femme aura un week-end super. Elle préparera peut-être, mais avec un plaisir sublime. C'est clair. Vous comprenez? Il y a des petites choses comme ça, comme sortir les poubelles, vider le linge, comment dire, les devoirs. Les enfants viennent avec des devoirs, on attend que maman fasse tout. Et lui, papa, il a les pattes croisées devant la télé. Ça, c'est... Bon, je préfère ne pas qualifier pour ne pas passer pour un vulgaire païen. Vous comprenez? Et donc, on inculque, en tant que locomotive, vous allez inculquer des valeurs fortes à vos enfants. Ce que vous faites aujourd'hui à votre femme, vos enfants le feront à votre femme et le feront à toutes les femmes qui seront autour d'elle. Vous créez des monstres. Ça, je le dis, vous créez des monstres. Et donc, femme, c'est un argument que vous devez absolument, je dis bien absolument, tenir en compte. Je conclue cette première partie en disant ceci, c'est que quand le roi, on le voit même dans les émissions et tout ça, quand le roi ou le président participe aux travaux du royaume avec le peuple à côté. Oh non, il y a salon, on va dire président, je pas ouillé, pas bandit. Cela, ça l'anoublie davantage. On le considère plus, on l'aime plus, et ça n'enlève en rien son titre de roi. Au contraire, on le prend pour le meilleur roi. On le prend pour le meilleur roi. Et donc, je ne crois pas qu'un homme, en faisant une tâche ménagère, en aidant son épouse, va perdre sa dignité, son titre, etc. Il y a un cri d'alarme que les femmes lancent à travers la question. Une femme dit « j'ai besoin d'aide ». C'est le deuxième grand point que je vais soulever et par lequel je vais essayer de clôturer. Eh bien,
Je dis que si l'homme est le roi, comme j'ai essayé d'expliquer, le roi de sa maison, à qui d'autre le sujet, entre guillemets, irait demander de l'aide? Donc, je voudrais d'entrée de jeu dire à toutes les femmes que il n'y a aucune honte ni aucune inconvenance à demander de l'aide à votre mari. Mais quel est le problème? Pourquoi ça coince? Je ne veux pas accuser d'office les femmes. C'est vrai que d'une part, il y a des hommes qui n'y comprennent absolument rien. Et c'est pour ça que j'aime bien ce que disait le docteur Miles Monroe en disant que men need to be educated. Les hommes ont besoin d'être éduqués, d'être instruits, d'être formés. Vous comprenez? D'être coachés. De l'autre côté, il y a la façon dont la demande se fait. Ok? Ça ne tient pas compte des différentes facettes de l'homme. J'ai suivi une émission d'une femme, d'une conseillère conjugale, qui a expliqué quelque chose de très facile en disant que l'homme avait 3 dimensions comportementales. La dimension de l'homme enfant, la dimension de l'homme animal et la dimension de l'homme roi. L'homme animal, c'est celui qui justement laisse ressortir son instinct bestial, sa violence. Et généralement, la violence d'un homme répond à une certaine violence de sa femme, surtout de ce côté-là. Je vous donne un exemple. Tu dis à oui, mais vraiment, au conseil, ça a été vraiment. Hein? Moi, je me rappelle, nous étions encore un peu jeunes, un jeune couple qui ont pratiquement le même nombre d'années de mariage. Il est un couple pastoral. Et à l'époque, je me rappelle, il y avait un agapé, c'était chez eux. Ils étaient encore fiancés. Il fallait commencer à débarrasser, vu que c'était eux qui nous accueillaient. Alors, elle a haussé le ton. Mais tu peux pas venir m'aider. Le gars l'a regardé avec un air. Il était dans une colère noire. Comment tu peux oser me crier dessus devant les gens? Vous comprenez? Et sa réponse ne s'est pas fait attendre. Il a réagi avec presque autant de violence, sinon plus. Vous comprenez? La violence appelle la violence. Et ça, je voudrais donner un conseil à toutes les femmes. La Bible dit qu'une parole douce calme toutes les fureurs. Une parole douce calme toutes les fureurs. Et la douceur, comme je l'ai dit au début, ça fait partie des choses pour lesquelles vous avez une capacité innée. Donc, ça demande que vous puissiez apprendre à avoir une grande maîtrise de soi. La même maîtrise que vous utilisez pour parler à votre pasteur. Un pasteur peut... Mais je n'ai jamais vu une femme répondre au pasteur comme ça, sauf s'ils ont anguille sous roche, au patron ou à votre père. C'est rare, c'est très rare. On utilise des formules pour, de toutes les façons, entendre et faire passer le message. Vous comprenez? La dimension roi, je voudrais dire un truc. Il faut laisser à chaque homme son trône. Qu'il soit riche, qu'il soit pauvre, ce qu'il veut, c'est son honneur, c'est tout. Ce qu'il veut, c'est son honneur, ok? Et cet honneur, c'est quoi? Ce n'est pas en disant, oh, mokonzi, fananayo, ou menana trône. Non. C'est seulement pour dire que, quand bien même vous pourriez partager des tâches ou lui demander des choses, il faut apprendre à parler à ces hommes. Encourager, c'est très important. Complimenter, c'est important, ok? Et le faire, avoir un certain brin de politesse, j'ai envie de dire. Ce n'est pas parce que vous le voyez tout nu tous les soirs que vous pouvez lui parler n'importe comment. Vous comprenez? Le professeur Alan Hawkins, je vous mets un défi d'aller chercher sur Internet. Il dit ceci: la femme qui se plaint de son mari est celle qui surveille le travail de celui-ci. La femme qui se plaint de son mari est celle qui surveille le travail de celui-ci. Il arrive souvent que certains hommes arrivent à accepter certaines tâches ménagères, etc. Mais toi, tu deviens le policier derrière lui. Dès qu'il passe, vous comprenez? Lorsque vous commencez à critiquer son travail, à montrer que c'est fini, vous créez quelque chose une difficulté réelle en lui. Il se sent humilié. Et qu'est-ce qui va se passer à votre avis? Il va abandonner. Je vais vous donner un exemple. Ça va? J'ai un ami, c'est un ami vraiment d'enfance. J'arrive une fois dans la province où il est venu me voir, il m'a trouvé avec ma famille, etc. Il a vu comment je m'occupais du bébé, je faisais des biberons et tout ça.
Et il a trouvé ça extraordinaire. Alors, lorsque je viens le voir chez lui à la maison, je constate que sa femme fait pratiquement tout. Elle a les bébés. Alors je lui demande, mais mon cher ami, pourquoi est-ce que tu n'aides jamais ta femme? Je la vois tout le temps surchargée. Il faut en plus qu'elle vienne me servir. Elle a les enfants à mettre. Ça ne te dérange vraiment pas de voir qu'une femme transpire comme ça et tout ça? Alors, il me dit, mon cher, en son temps, j'ai accepté de l'aider. Parce que, bon, il y avait trop de choses à faire. Tu vois, on est en province, elle n'a pas de famille et tout. Je l'ai aidé. Donc, quand je reviens du travail, après avoir fait ceci, toi-même, tu sais, nous sommes au niveau de la douane, c'est toujours compliqué et tout ça. On passe beaucoup de temps debout et tout. C'est vraiment dur, mais je m'étais dit, je vais l'aider et tout et tout. Mais un jour, je reviens, j'ai fait des trucs et tout. Ma femme m'a carrément ramassé en criant. C'est quoi comme la guitare pour nanini? Elle a commencé à me gronder. Alors je me suis dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Je lui ai dit, mais maman, moi, je viens t'aider dans ce que tu fais. J'ai déjà fait ma part. Tu ne manques de rien. Je me casse en mille pour que vous ayez tout ce qu'il faut. Mais au-delà de ça, je viens t'aider. Comment ça se fait que tu peux me parler de cette manière? Il a dit, à partir d'aujourd'hui, chacun fait ce pourquoi il est né. Moi, je sors, je vais travailler partout, je vais aller, je viens. Et je viens ici à la maison et vous ne manquez de rien. Toi, tu t'occupes de tout ce que tu as à faire dans la maison. Et moi, je ne te demande pas ton aide quand je vais au travail là-bas. Alors, ne me demande plus jamais mon aide quand toi, tu travailles ici. Et c'est comme ça que jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à ce moment-ci, ils ont plus de 15 ans de mariage maintenant, je pense. Non, ils ont à peu près 13 ou 14 ans de mariage. Eh bien, ce monsieur ne touche plus jamais à rien. Plus jamais. Et donc, je ne dis pas qu'il a eu raison de le faire. Je ne suis pas en train de dire qu'il a bien fait. Il aurait pu pardonner tout ça, d'accord. Mais je suis en train simplement de montrer que certaines attitudes, finalement, vont en notre défaveur, mesdames. Alors, lorsque vous devez faire quelque chose avec votre homme, expliquez-lui. Vous voyez, ça c'est la dimension enfant. Vous voyez bien qu'il y a des choses qui ne tiennent pas rond. Si vous agissez sans qu'il ne comprenne pourquoi, cet homme va essayer de trouver des réponses à sa façon, malheureusement. Vous comprenez? C'est pas des idiots. Ils sont peut-être idiots de la feuille, ils sont peut-être difficiles à convaincre, mais ce n'est pas des idiots. Donc, prenez votre temps pour lui expliquer. Et aujourd'hui, je crois que vous avez suffisamment d'arguments, justement, pour parler à vos hommes. Vous savez maintenant que ça n'a aucun... je réponds à la troisième question. Il n'y a aucun problème à demander de l'aide à son mari, mais il faut juste savoir comment le faire, quand le faire, etc. Et donc, les conseils, je vous les ai donnés. Considérez l'homme avec qui vous travaillez, etc. Alors, il y a des hommes qui proposent, des personnes qui proposent des astuces, du genre de voir un peu toutes les tâches qu'il y a, ça va, et de vous les répartir. Je ne dis pas que ça va forcément marcher, ça peut marcher. Mais je pense surtout qu'il faut bien étudier la question. On peut se répartir les tâches, d'accord. Mais vous remarquerez par exemple que, on voit ça avec beaucoup de femmes, que quand il a fait sa tâche, tu recommences. Si vous faites des tâches que vous recommandez, des tâches que vous lui avez données, mais que vous recommencez tout le temps, alors vous devez refaire votre liste. Je vous donne un exemple. Je vais aller dans le sens opposé. Par exemple, lorsque nous nous sommes mariés avec mon épouse, elle a cette capacité à vraiment faire tout le nettoyage. Moi aussi. Mais moi, essuyer les meubles après et épousseter après, c'était vraiment pas mon truc. Ouais. Et à chaque fois que j'avais nettoyé et tout ça, elle passait avec l'éponge pour essuyer. Au début, c'était compréhensible, mais après, je me suis dit, mais c'est pas possible, elle est toujours après moi, celle-là. C'est comme si elle n'a pas confiance en ce que je fais. De mon côté, il y avait un problème avec le lit. Moi, je n'ai pas une formation comme telle, mais bon, en parlons pas comme ça, mais j'ai toujours aimé la discipline militaire. J'y ai été pendant quelques temps et j'aime comment on fait les lits dans l'armée. Quand vous êtes bien formé, on vous apprend à faire votre couchette. Comment placer les draps et le lit est
sans pli. C'est un lit impeccable, nickel comme on dit. Il n'y a pas le moindre pli. Ça va, le drap est plein et tout ça. Et moi, j'aime que mon lit soit comme ça. Mais elle, par contre, elle ne faisait pas ça comme ça. Elle ne tenait pas trop compte de certaines choses. Et moi, quand je vois ce lit fait comme ça, pour ne pas la froisser, je faisais comme si je n'avais rien vu. Dès qu'elle avait le dos tourné, je recommençais le lit. C'était facile pour elle de voir ça. Tu as refait le lit. J'ai dit oui, bon, parce que... Et c'est devenu froissant pour elle. C'est facile à comprendre. Si ça peut vous froisser, vous, d'avoir un homme qui revient sur des choses que vous aviez faites, à combien plus forte raison lui. Donc je voudrais vraiment nous dire que observez plutôt ce qui est plus facile pour les uns et pour les autres, et faites-le. Et lorsque vous avez des tâches qui sont plus difficiles, eh bien là, partagez-vous ces tâches si vous le pouvez à part égale. Pour, par exemple, des week-ends. Vous voyez, par exemple, je donne un exemple. Les toilettes, ça se récure normalement tous les jours. Mais lorsqu'on fait le grand salon, trouvez le moyen de faire ça à deux pour que ce soit plus agréable à faire, plus souple, tout ce que vous voulez. Vous comprenez? Donc, je vous recommanderais vivement de pouvoir bien faire. Et les tâches les plus difficiles, partagez-les et faites-le chacun son tour. J'ai nettoyé aujourd'hui, tu nettoies demain. Et rappelez-vous, la culture du bien-être dans la maison, c'est l'affaire de tout le monde, tout simplement. Donc, en résumé, je pense que sont responsables des tâches, je n'aime pas parler de tâches ménagères, parce que ça a l'air d'une corvée, vous comprenez? Mais je pense que les responsables du bien-être de la maison, de la famille, etc., c'est tous ceux qui constituent cette famille. Je pense aussi que les hommes sont effectivement, je dirais, un ascendant hiérarchique sur le reste de leur maison, et par conséquent ils ont un pouvoir énorme dans le bien-être de cette famille. Et si ce pouvoir, l'expression de ce pouvoir passe par un coup de main vers ces sujets, les sujets de son royaume, je suis tout à fait d'accord, et je pense même que ça l'anoblit. Je pense même que ça c'est encore plus important pour le bénéfice du couple. Et enfin, je crois aussi que les femmes sont tout à fait en droit, j'ai envie de dire, de demander de l'aide à un homme s'il ne le voit pas directement. Seulement, voyez comment vous le faites, voyez quand vous le faites, et voyez surtout pourquoi vous le faites. Vous comprenez? Pourquoi vous le faites? J'aime bien, je vais clôturer avec la reine Esther. J'ai fait des ateliers là-dessus sur comment dire, les secrets de la reine Esther. Vous pouvez toujours suivre ça sur Facebook, Code 9 Dr Bob Cascou, c'est sur Facebook, vous verrez. Il y en a évidemment, tout n'est pas là, il y en a qu'on avait fait sur Zoom. Bref, vous remarquerez que cette dame a obtenu de son roi des choses qu'aucune autre personne dans ce royaume n'avait obtenues. Pourquoi? Premièrement, elle n'est pas allée, comment dire, elle n'a pas affronté son roi face à face comme ça, non. Par contre, elle l'a d'abord honoré. Elle a fait un festin qui lui a augmenté l'honneur, et le type était totalement dispo à accéder à n'importe quelle demande. Et pour pouvoir bien atteindre le cœur du roi, elle a montré à quel point son bien-être était menacé directement par un proche du roi. Le roi a agi immédiatement. Croyez-moi, si vous pouvez démontrer à votre homme, en l'honorant, etc., que votre bien-être dépend de sa décision, il agira. Ça, c'est clair, il agira. Bref, voilà, c'était un petit peu ça que j'avais. Mais j'aimerais un peu provoquer les dames qui sont en train de nous suivre. C'est en vous lançant une question. J'ai un petit peu réfléchi et j'ai remarqué que finalement, ce genre de questions interviennent chez la plupart des personnes pour une raison presque aussi évidente. C'est-à-dire que je me dis ceci, je vous pose la question. Si vous aviez suffisamment de moyens, je parle de moyens financiers, matériels et financiers, poseriez-vous ce genre de questions ou de genre de problèmes à vos hommes?
Parce que je crois que les moyens financiers vous permettraient de vous payer tous les travailleurs que vous voudriez, de sorte que vous n'auriez plus à être submergé par les tâches et que vous seriez en train de superviser le travail des autres. Et l'apport en ce moment-là de votre mari ne serait plus dans le partage des tâches ménagères à proprement parler, mais plutôt dans l'accompagnement, dans la supervision et dans l'implication simplement dans la gestion globale de sa maison. Et ce ne serait plus justement ce genre de questions purement basiques sur les tâches à accomplir par l'un ou par l'autre. Alors donc c'est une question que je vous lance. Est-ce que le pouvoir financier ne serait pas une des solutions que nous ne proposons pas ici? Très chères toutes, je vous remercie d'avoir prêté l'oreille à nos paroles, de nous avoir, entre guillemets, supportés pendant toutes ces minutes. Et je vous souhaite vraiment une excellente soirée à toutes. Que Dieu vous bénisse, abondamment, qu'il bénisse vos foyers et vos maris. Merci.